Amis du livre, bonjour ou bonsoir, c'est selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue dans votre émission La Grande Librairie, ce rendez-vous qui révèle les écrivains et autres amis de la littérature d'ici et d'ailleurs. Ce programme est diffusé sur la RTV Radio-Télévision Victoire chaque jeudi à partir de 16h et aux heures programmées à la télévision, bien sûr, comme sur les réseaux sociaux. Nous recevons pour ce premier numéro un jeune auteur qui a fait corps avec cette pensée contemporaine que je m'avais refusé de citer. Ne pouvant rester insensible à ce qui se passe autour de nous, ma modeste contribution reste l'écriture. Fin des citations. Melvin Ella Foster, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment vous sentez-vous? Ça va, je suis à l'aise. Merci. Melvin Foster Ella est né d'une fécondité intellectuelle qui ne dit pas son nom. Vous aurez donc l'occasion de le découvrir tout au long de cette émission avec moi. Il est auteur de 5 ouvrages. Melvin, veux-tu bien décliner certains de tes ouvrages à nos téléspectateurs? Bien entendu, déjà précisé que mon nom de plume c'est Melvin, Mel, espace Vin, V-I-N-E. D'accord. Donc je suis auteur, comme vous l'avez dit, de 5 ouvrages, 3 recueils poétiques et 2 récits poétiques. Donc il y a eu Le Venin de Dieu, publié en 2017, L'Audace de Vivre en 2018, L'Heure de rêver en 2020, Souviens-toi que tu dois mourir en 2021, et le dernier qui est sorti en 2022, tout récemment, Un monde à voler. Voilà, je l'avais dit, il est d'une fécondité intellectuelle qui ne dit pas son nom, au point qu'il accouche 5 ouvrages en moins de temps. Melvin, combien de temps il faut pour accoucher d'un ouvrage? Il en faut beaucoup. Beaucoup, combien exactement, si nous pouvons estimer? Il n'y a pas de... Ça dépend des auteurs. Le premier ouvrage, je l'ai quand même pensé à peu près pendant 5 ans, à peu près. Maintenant, les autres, à force d'habitude et d'expérience, de toute manière, dès que je termine un ouvrage, j'entame déjà l'écriture d'un autre. Donc on va dire que là, je suis dans une dynamique de 1 ouvrage par an. Donc ça prend du temps de réflexion, le temps d'écriture, le temps de correction. Je m'efforce de tenir le délai de 1 an pour produire quelque chose de cohérent, de consistant et de pertinent. Une rigueur dans l'écriture, il faut certainement 1 an et plus, mais lui se force de tenir le carré d'1 an pour accoucher d'un ouvrage. À part votre activité de l'écriture, avez-vous une autre activité à côté? Oui, je suis enseignant de philosophie, notamment à Tchoreret, Michel Lira et à Saint-Georges. Voilà, pour rappeler à nos téléspectateurs, Melvin est propriétaire, sinon, oui, nanti d'un master obtenu en 2018 à l'université Omar Bongo. On en vient pour l'ouvrage qui nous intéresse le mieux, c'est Un monde laid à brûler. Melvin, quelle explication donnez-vous à cette couverture? Bon, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que mes livres sont assez reconnaissables sur le marché, parce que j'utilise toujours pour mes couvertures la couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire. Donc, du point de vue traditionnel, c'est une certaine signification, étant donné que dans nos rites, ce sont ces 3 couleurs qui sont les couleurs primordiales, principales utilisées. Selon certaines explications, on pourrait dire que le rouge, on voit au sang, le noir à la mélanine, donc à notre peau, et le blanc à la chair, et donc tout ceci constitue l'humanité, donc l'homme en fait. Et donc en réalité, déjà de manière générale, mes ouvrages parlent de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que l'être humain soit ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ce qui ne soit pas ce qu'il est? Et ainsi de suite. Maintenant, pour en venir concrètement à ce livre, eh ben, on a une femme qui tient une flamme. On peut la considérer, cette flamme-là, comme une obsession
qui est à l'intérieur, inscrite à l'intérieur du livre, puisque l'histoire de manière générale, il est question d'une femme justement qui s'appelle Lucidité. Peut-être c'est elle qui est présentée là. Certainement. Donc Lucidité qui projette de faire un coup d'État et qui, pour y arriver, va devoir mettre fin à la vie de sa meilleure amie. Et donc depuis, elle est hantée par le même rêve angoissant. Donc cette flamme peut à la fois symboliser cet objectif et en même temps ce rêve qui la hante. Et donc pour se libérer de ce rêve angoissant, elle pourra rencontrer un écrivain dont la question porte justement sur la question du rêve, sauf que ce dernier, il a mystérieusement disparu. Et derrière sa disparition à lui, il y a une autre femme du nom d'Érudit qui fait des recherches expérimentales sur l'iboga. Donc voilà le résumé plus ou moins de l'œuvre. Et puis, je pense que chacun pourra, après avoir terminé l'œuvre, se faire sa propre lecture de la première de couverture. Vous écrivez dans votre première partie du livre, « Un matin vient de se coucher. Dans l'obscurité oppressante de la nuit précoce, un esprit s'allume. Écrivain achève de déverser son. Il y a 3 points de suspension, après il y a rêve, point d'exclamation. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le commencement de l'histoire, du moins la première scène que je mets en évidence, c'est celle de l'écrivain, celui dont je parlais tout à l'heure qui a disparu, donc qui est en plein travail de réflexion, en plein travail d'écriture justement. Et c'est ce qu'exprime cette scène-là. Je précise, c'est l'image, vous voyez, un matin de se coucher dans l'obscurité de la nuit précoce, un esprit s'allume. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'atmosphère lugubre qui est là, et dans cette atmosphère lugubre, il y a une étoile qui essaie de briller en fait. Donc c'est ce contraste qui est mis en évidence dans cette première scène. Au lycée, j'étais poète, j'ai commencé avec la poésie, puis j'ai fait des études de philosophie et donc j'ai fait un mélange des deux. Après, entre les deux, il n'y a pas réellement de différence. Les premiers textes philosophiques étaient très proches de la poésie. Notamment, je veux citer le poème de Parménide, de la nature, donc, qui est un texte poétique, mais dans ce texte poétique, il y a l'expression de la philosophie de Parménide. Je peux aussi citer Platon, qui n'a pas écrit les ouvrages philosophiques tels qu'on les voit aujourd'hui, parce que lui, c'était des dialogues. Donc souvent, on oublie la part d'esthétique qu'il y a dans certaines œuvres philosophiques classiques. J'ai avec moi Un monde laid à brûler. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de nous décrire la couverture et surtout de nous donner la signification qui va avec? Parce que du point de vue gabonais, les couleurs sont quand même anthropologiques. Oui, donc il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir, d'abord majoritairement. Ça, ce sont des couleurs qu'on retrouve à peu près, bon pas à peu près, qu'on retrouve dans tous mes livres, le blanc, le rouge et le noir. Le blanc, éventuellement, symbolise la chair, selon l'explication que je peux donner. Ça symbolise la chair, le noir, la mélanine, la peau, et le rouge, le sang. Donc on peut remarquer que ce sont des couleurs qui sont utilisées, ce sont des couleurs primordiales de nos rites initiatiques, et elles sont censées ensemble pouvoir représenter l'homme. Et donc ça montre que dans mon livre, il est surtout question de l'humain, donc de qu'est-ce que l'humain, comment il parvient à la dignité, comment il peut s'y échouer dans la misère. Et donc c'est cette symbolique qui est présente dans toutes mes couvertures. Maintenant, spécialement pour ce livre, on voit qu'il y a une dame qui tient une flamme. Cette flamme peut être une obsession, un objectif à réaliser, puisque l'histoire parle justement d'une femme qui veut réaliser un coup d'État et qui, pour y arriver, devra mettre fin à la vie de sa meilleure amie. Et depuis qu'elle aura commis ce meurtre, elle sera hantée par le même rêve angoissant. Et pour s'en délivrer, il faudra qu'elle devra rencontrer un écrivain qui a mystérieusement disparu, malheureusement. Et derrière cette disparition, il y a une autre femme, Érudit, qui fait des recherches expérimentales sur l'iboga. Dans la première partie de votre ouvrage, je vous cite, il est écrit « Un matin vient de se coucher. Dans l'obscurité oppressante de la nuit précoce, un esprit s'allume. Écrivain achève de déverser son... » Vous avez mis 3 points de suspension et rêve. De quoi s'agit-il exactement?
Et ben, donc cette première scène, j'écris beaucoup avec des images. Donc cette première scène met en lumière une image, et cette image montre un contraste entre une atmosphère lugubre, et dans cette atmosphère lugubre, ténébreuse, il y a un esprit, une lumière qui essaye d'éclairer justement. Et cette lumière qui veut éclairer, c'est l'écrivain qui est en plein travail d'écriture justement. Votre ouvrage, il est écrit en 139 pages, il compte 3 parties. Dans quelles conditions êtes-vous quand vous écrivez? Est-ce dans votre chambre? Est-ce, je ne sais pas, au bord de la plage? Avez-vous un endroit particulier où vous vous retrouvez pour effectivement avoir la possibilité de féconder autant de mots? Eh ben, on va dire dans la chambre. Dans la chambre. On est posé, les idées sont mûries, les idées sont réfléchies. Il y a quand même quelque chose de particulier qu'il faut noter, c'est le travail de recherche. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'écrire comme on veut écrire, mais il faut y donner de la consistance, et pour qu'il y ait cette consistance, il y a un travail de recherche qui a été fait en amont. Notamment sur la question, je le disais tout à l'heure, il y a un personnage qui fait des recherches expérimentales sur l'iboga. Donc j'ai dû faire des recherches sur la plante elle-même, et donc ces informations, je les intègre dans le récit, de manière assez cohérente pour ne pas perdre le lecteur. Donc j'écris dans ma chambre, je fais des recherches et j'étale. Je mets le fruit, voilà, vous étalez comme ça le fruit de vos recherches à travers une histoire. D'accord, mais dites aux téléspectateurs, comment avez-vous fait pour passer de la philosophie à la poésie? C'est surtout que je suis passé de la poésie à la philosophie. Parce que j'ai commencé l'écriture avec la poésie au lycée, j'écrivais des poèmes, et ensuite j'ai fait des études de philosophie, et donc au final les deux se sont mêlés. Et c'est pas si nouveau, c'est pas si novateur que ça, dans le sens où les premiers textes philosophiques sont d'abord écrits ce sont des poèmes. Je peux citer par exemple Parménide de la nature, qui est un texte poétique, mais dans ce texte poétique, il y a l'étalage d'expression de toute une philosophie et même d'un traité de physique aussi. Donc voilà. Donc ici, la poésie sert d'expression à la philosophie. Et la philosophie se déploie à travers la poésie. Si on avait à vous lire, où est-ce qu'on retrouverait vos ouvrages et à combien vous les estimez? Alors, les ouvrages sont disponibles directement avec moi. Généralement, ça se passe, le point de vente c'est au niveau du rond-point de la démocratie. Du lundi au vendredi entre 17h et 21h, et le samedi entre 9h et 17h. Et combien vaut un ouvrage? Celui-là, Un Mantelet à brûler, il est à 5000. Je fais vraiment l'effort, puisque c'est la critique qui a été généralement portée par rapport aux écrivains gabonais, à la tire gabonais. Est-ce que le livre coûte cher? Je fais particulièrement l'effort de pouvoir vendre le livre moins cher, notamment grâce à mon partenaire GNK Imprimerie. Donc on arrive à trouver un accord pour pouvoir produire des livres qui sont moins chers, abordables. Est-ce que vos livres sont inscrits au programme scolaire gabonais? Non, ils ne sont pas inscrits, je n'ai pas postulé, je n'ai pas fait la demande. D'accord, mais quelle est la tranche d'âge qui affectionne vos écrits? Alors, selon les statistiques de Facebook, c'est entre 24 et 25. Donc la tranche entre 24 et 30, on peut aller jusqu'à 30. Mais sinon, de manière générale, je dirais que mes livres peuvent se lire de 17 à 77 ans, peut-être même moins. Enfin, 17, 77 ans, 80, 90. En tout cas, c'est le livre en question, du moment d'écriture, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés de lecture. L'enseignant ou le docteur en philosophie ne va pas lire mon livre comme l'élève qui est en terminale. Bien sûr. L'élève en terminale pourra trouver une histoire intéressante, passionnante et peut-être s'arrêter là. Le docteur en philosophie pourra trouver des concepts à l'intérieur et aller plus loin. Donc, le livre est vraiment ouvert à tous, et il y a comme dans un conte, peut-être, il y a différents degrés de lecture et chacun y retire ce qu'il veut retirer ou ce qu'il peut retirer. Le livre est ouvert à tous. Celui-là, vous l'avez à 5000, les points de vente, vous les connaissez. C'est l'auteur lui-même qui
qui les vend, il aura certainement la possibilité au cours de cette émission de passer un numéro de téléphone et de vous donner effectivement les différents points de vente. Et donc les livres ne traitent que des questions existentialistes, connues de tous, mais vous venez de donner les statistiques. Je voudrais quand même avoir les auditeurs également, plutôt les téléspectateurs également avec moi veulent savoir quel est le retour que vous avez de vos ouvrages. Est-ce que vous avez l'impression d'être lu ou de ne pas être lu? Je peux répondre à deux niveaux. D'accord, allez-y, le premier niveau. Le premier niveau, si je dis que je n'ai pas l'impression d'être lu, c'est surtout d'abord parce que déjà la littérature n'est pas beaucoup plébiscitée dans notre société. Et donc le combat des écrivains actuellement, c'est d'arriver à investir l'espace public de manière puissante. Et ça ne pourra se faire que par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut aller vers le lecteur. Et donc les initiatives que j'ai eu à prendre pour aller vers le lecteur, donc notamment à travers en baissant les prix et aussi en établissant une version numérique dédicacée, je pense que je suis le seul à faire dans ce domaine-là, donc version numérique dédicacée. Donc ça permet de diffuser le livre beaucoup plus facilement. Sur mon avant-dernier livre, L'îleur de rêver, j'ai pu faire quand même en une année à peu près 155 ventes, c'est déjà pas mal. Maintenant, les retours que j'ai eus à propos, il y a des gens à qui les livres en question donnent de l'espoir, de la motivation. Il y en a d'autres qui apprécient en raison de l'originalité. Et il y en a d'autres qui apprécient en raison des connaissances qu'ils puisent à l'intérieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, au fond, chacun va retirer du livre ce qu'il peut retirer ou ce qu'il peut retirer. On lit à la deuxième partie de votre ouvrage, il faut quand même le souligner, c'est écrit avec une simplicité qui permet à tout le monde de l'avoir et aussi de le comprendre. Donc il est écrit à la 45e page de votre livre, je vous cite, « Il avait regagné son corps. Écrivain pensait avoir perdu le nord. Tout cela n'est pas possible, répétait-il. Il sauta de son lit canapé, s'habilla en trompe, le voici parti. » À qui faites-vous allusion? Eh bien, je fais allusion à l'écrivain dont on a parlé au début. D'accord. Donc ici, c'est une scène particulière parce que j'essaye, puisque comme je l'ai dit, l'écrivain en question, il a mystérieusement disparu. Donc le personnage principal, Lucidité, sera à sa recherche. Et donc, à travers cette scène, je commence à mettre en place les éléments qui vont permettre au lecteur de comprendre les conditions dans lesquelles l'écrivain en question a disparu. Et donc cette scène en particulier fait allusion à une expérience de sortie du corps. Donc après avoir consommé certaines substances, pour l'aider dans son écriture, l'écrivain en question a vécu cette expérience-là de sortie du corps. Et donc c'est ce qui est décrit dans le passage que vous venez de lire. Voilà, nous sommes toujours dans cette émission, La Grande Librairie, une émission qui révèle les écrivains et autres amis de la littérature d'ici et d'ailleurs. Nous avons sur ce magnifique plateau l'honneur de recevoir Melvin Ella Foster, voilà, de son nom l'écrivain, Mel et Vin. Vous avez la possibilité de retrouver ses ouvrages aussi bien sur les réseaux sociaux parce que effectivement aujourd'hui tout auteur qui se respecte se vend de la plus belle manière et à n'importe quel endroit, mais aussi vous avez la possibilité de le joindre lui-même pour qu'il ait la possibilité à travers les numéros de téléphone qu'il va laisser de vous expliquer en long ou en large où retrouver ses ouvrages. Vous l'avez déjà dit en prélude de son exposé à la Cité de la démocratie, c'est à des prix défiant toute concurrence. Je reviens avec notre auteur pour dire à Melvin, lorsque vous arrive de produire un ouvrage comme celui-là, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez une muse? Est-ce que j'ai une muse? Ouais. J'aimerais dire oui, de manière faire mot, j'aimerais dire oui. Mais j'estime que lorsqu'on vit au Gabon, en tant qu'écrivain, on ne peut pas manquer d'inspiration, c'est pas possible. Comme on dit, on se dort, on se réveille, tous les jours il y a de nouveaux dossiers. Donc franchement,
Lorsqu'on est au Gabon, on a Expression bien connue de tous. Vraiment, quand on est au Gabon, on a vraiment de quoi avoir de l'inspiration. Donc, et particulièrement ce livre, Un Mandlé à brûler, est calqué en grande partie sur l'histoire du Gabon. C'est-à-dire au niveau des personnages, au niveau de la chronologie de l'histoire, au niveau de certains rappels historiques qui sont présents. Donc, je précise que cela se passe dans un pays imaginaire, le pays des hommes libres, mais je pense que le lecteur gabonais pourra facilement reconnaître l'histoire de son pays. En fait. Et donc, comme je disais, lorsqu'on vit au Gabon, on pourra peut-être dire que le Gabon, c'est ma muse. Bon, certainement que le Gabon, c'est sa muse, mais c'est tout est à votre honneur que de vendre votre pays, le Gabon, et surtout que c'est lui qui vous a formé. Mais pourquoi avoir choisi les recueils de poèmes et les récits de poèmes? Ah, ça c'est une question, est-ce que je pourrais y répondre? Pourquoi avoir choisi la poésie? Je pense qu'au lycée particulièrement, j'étais impressionné par la littérature classique, notamment le théâtre classique. Je trouvais ça vraiment très fort, arriver à écrire toute une histoire où il y a des dialogues et tous les dialogues sont rimés. Donc, et le nombre de syllabes est bien connu de tous. Oui, le nombre de syllabes est bien mesuré. Donc cette écriture-là m'a particulièrement impressionné. Et donc, voilà pourquoi je me suis peut-être éventuellement mis surtout à la poésie. Et en évoluant, j'ai intégré dans cette poésie les éléments du récit, donc du roman. Donc, ce qui fait que ma plume est passée de la simple poésie ou du simple poème à une histoire racontée de manière poétique. Donc, ce qui donne le récit poétique comme dans Un Mandlé à brûler, qui est d'ailleurs la suite de L'Îleur de rêver aussi, qui est aussi un récit poétique. Voilà, Melvin, est-ce que tu penses qu'au terme de cette émission, nous aurons la possibilité d'avoir votre ouvrage? Oui, bien sûr. D'accord, peut-être pour nos archives, je serais quand même heureux que vous me le passiez vous-même, au point de ne pas penser certainement qu'au sortir de cette émission. Voici, moi j'ai été très heureux de vous recevoir dans cette émission. Vous avez là la possibilité avec ce stylo de taguer non seulement le livre que vous allez laisser à la postérité de cette émission, mais aussi de remplir le livre d'or, gage de votre passage dans notre émission et surtout pour ce premier numéro. D'accord, quel grand honneur. Donc je marque la dédicace à la grande librairie. D'accord. Nous ne sommes pas aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 18 août. Alors, je voudrais bien avoir la possibilité et l'honneur de lire. Melvin écrit, je cite, à la grande librairie, pour l'homme de lettres, merci pour ce travail. Pour l'amour des lettres. Pour l'amour des lettres, merci. Pour le travail pour correct. Le travail correct. Que ce livre enrichisse vos esprits. Voilà. Que ce livre enrichisse nos esprits. Mais que cette émission également vous accorde bonheur et prospérité, merci, surtout à l'orée d'une nouvelle année, parce que étant le 8 décembre aujourd'hui, nous sommes en quelques encablures de la fin d'année. Vous avez également aussi la possibilité de taguer le livre d'or, histoire de marquer votre passage dans notre émission. Il est inspiré. Ah, ben oui. Beaucoup sont passés par ici et donc vous avez l'honneur de... Bien, je signe. Voilà, vous avez la possibilité de signer et on vous donne également l'honneur de dévoiler aux téléspectateurs ce que vous avez écrit. D'accord. Eh bien, j'écris, puis cette initiative perdurer pour que la littérature gagne la cité, cultive nos libertés, nos dignités pour la grandeur de notre peuple. Voici. Voilà, merci pour la grande librairie. Nous recevions comme ça notre premier écrivain en la personne de Melvin Ina
voilà, Foster, Melvin et là Foster pour raccompagner notre écrivain. Je m'en vais donc vous remercier, s'il vous plaît, je m'en vais vous remercier d'avoir prêté attention à cette émission et donc en likant sur la page RTV Gabon officiel. Ainsi, vous aurez donc la possibilité de retrouver toute l'actualité sur la grande librairie. Je m'en vais également vous prier de bien vouloir laisser en commentaire certains de vos écrits, surtout en précisant le nom de l'œuvre et le titre, c'est le nom de l'œuvre, la page où cette citation a été tirée. Je m'avais donc cité: l'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons aujourd'hui et conservons avec soin à juste titre. Fin de citation. Vous avez la possibilité sur notre page Facebook de nous laisser le nom de l'écrivain et surtout l'œuvre dans laquelle cette pensée a été tirée. Voilà que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. À très bientôt pour un prochain numéro.